C'est bien. Juste régler les petits problèmes pratiques. Tout le monde donc a le plan. Non. Voilà. Bien, donc pour effectivement me présenter brièvement, donc Alain Marguion, de formation, je suis docteur en sciences économiques et j'ai une double activité parce que je suis universitaire, professeur à l'université, professeur de finance à l'université Lyon 3, plus spécialement en poste à l'IE, qui est l'IE, c'est l'école de gestion universitaire. Et parallèlement, j'ai une activité de conseil d'expert auprès des entreprises. Je suis notamment expert judiciaire inscrit sur plusieurs rubriques et l'essentiel de mes activités de conseil ou d'expert auprès des entreprises porte sur des problématiques d'évaluation d'entreprise. Voilà. Donc cet après-midi, on traite d'un sujet qui est un sujet effectivement sensible, c'est l'impact de l'euro sur l'économie et ce que pourrait signifier effectivement sa sortie souhaitée. Ce que je voudrais dire, c'est que d'une certaine façon, ce que je vais traiter dans mes propos vont être celui un petit peu de la chronique ou d'un naufrage, qui est le naufrage de l'économie française, qui a pour origine, on le verra quand on reviendra sur le contexte, l'incompétence des dirigeants, leur malhonnêteté, effectivement le fait qu'ils refusent de voir la réalité, et j'allais dire, pour ceux qui à la limite sont peut-être plus sincères, leur égarement qui est bien évidemment alimenté par une idéologie européiste forcenée. Alors vous verrez qu'une grande partie de mon propos concerne le sort de l'industrie française, et c'est vrai, ce n'est pas sans tristesse. Je crois qu'on peut évoquer et décrire les difficultés extrêmement sérieuses qu'elle connaît et que j'illustrerai à l'aide de 2 chiffres. Si on prend notre région Rhône-Alpes, alors je n'ai pas actualisé avec l'Auvergne, mais je sais que les choses ne seraient pas différentes. On a observé, si vous voulez, en gros, on va dire sur les 10 ou 15 dernières années, à peu près une baisse des emplois industriels qui est de l'ordre de 25%. Et pour prendre un exemple encore plus frappant, j'allais dire, et plus criant, en prenant le département de la Loire, qui est un département aujourd'hui sinistré sur le plan industriel, il faut savoir qu'on a observé une baisse des emplois industriels qui est de l'ordre de 45% au cours des 15 dernières années. Alors, on peut bien évidemment élargir à la situation générale de l'économie française, ses conséquences, et je m'en tiendrai à un seul si vous voulez, grand chiffre, savoir qu'aujourd'hui les pays de la zone euro sont les pays qui connaissent, j'allais dire, une quasi-stagnation ou une progression des richesses créées qui est pratiquement la plus faible au monde, si on compare avec effectivement les autres zones économiques. Alors, il me paraît important, c'est pour ça, vous voyez, sur le plan, j'ai prévu d'organiser notre discussion sur trois grands thèmes, de commencer de rappeler quand même le contexte de mise en place de l'euro, parce que c'est important, parce qu'on verra que certaines affirmations de ceux qui étaient en faveur de l'euro aujourd'hui nous prédisent calamité si on devait en sortir. J'illustrerai ce que, pour moi, a coûté la mise en place de l'euro, en distinguant d'ailleurs 2 périodes, parce qu'il y a 2 grandes périodes, on va dire une première période qui a été depuis sa mise en place jusqu'au, on va dire, l'année 2013, où on a eu un euro surévalué par rapport notamment au dollar, et on verra pourquoi, et une deuxième période depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, où on connaît une situation inédite dans l'histoire économique, qui est cette situation de taux d'intérêt négatif, et qui est bien évidemment, ces taux d'intérêt négatifs, la conséquence des manipulations monétaires de la Banque Centrale Européenne, de la BCE. Alors, je terminerai en disant qu'est-ce qu'on peut attendre d'une sortie de l'euro.
Mais il est vrai que quand on voit le bilan désastreux pour l'économie française et plus particulièrement pour l'industrie française de cette monnaie unique, je pense que même on doit aller au-delà des difficultés techniques qui apparaîtront forcément pour envisager effectivement le redressement de l'économie française. Alors, pour revenir à ce contexte de mise en place de l'euro, je vais faire un bref historique. Bon, rappelez que tout cela remonte au fameux traité de Maastricht, que tout le monde a en mémoire, et qui prévoyait, lui, expressément, que l'adhésion à l'Union européenne, normalement, s'accompagne d'une adoption de la monnaie unique. Cependant, c'est pour ça qu'il est intéressant quand même de le rappeler, des pays ont eu, à l'époque, le souci de défendre leur intérêt. Et je vais en citer, à l'époque, si vous voulez, on avait 15 pays concernés. Il y a eu la Suède, qui a refusé l'adoption de l'euro par référendum en septembre 2003. Et depuis, le débat n'a jamais été ouvert. On a eu aussi le Danemark, qui, vous vous rappelez, avait voté non au traité de Maastricht, avant d'obtenir 4 dérogations, dont une qui a porté justement sur la monnaie unique, qui a été refusée d'ailleurs par référendum en septembre 2000. Le Royaume-Uni, sujet d'actualité, qui lui a obtenu une dérogation permanente, et je dirais que selon le vote, mais qui est Brexit ou pas Brexit, peu importe, de toute façon il y a une dérogation permanente pour ne pas rentrer dans l'euro, et je pense qu'on imagine aujourd'hui difficilement que cette position soit changée. Alors, il faut voir que, j'allais dire, le désastre remonte à plus loin dans le temps. Parce que, bon, la mise en place de l'euro, c'est le début des années 2000, mais cette mise en place a été précédée, dans les années 90 à 2000, par une période qu'on a qualifiée une période de convergence et qui a déjà été extrêmement coûteuse pour l'économie française. Bon, pourquoi? Un petit peu pour la même raison, c'est que il y a eu le souci, si vous voulez, de rapprocher, de réduire, on va dire, les différences de parité qui peuvent exister entre le franc et le Deutschmark. Et donc, un ensemble de dispositifs, un ensemble de techniques, enfin, un dispositif a été mis en place, mais qui s'est traduit, et ça il suffit de regarder les chiffres, là encore, par des pertes d'emploi extrêmement conséquentes sur cette période de 10 ans, donc de 1990 à 2000. Alors, j'aurai la cruauté, parce que je crois qu'il n'y a pas de raison de leur faire le cadeau, de vous relire ce qui était un plaidoyer, effectivement, pour la mise en place de l'euro, qui avait été publié dans Le Monde en 1997, donc 3-4 ans avant effectivement, son instauration. On verra après les noms de quelques signataires. Mais voilà, l'introduction de l'euro, je résume, mais je les cite textuellement, offrira davantage de bien-être, de cohésion et de capacité d'action. Mesurons-nous les enjeux et les opportunités? Savons-nous ce que l'euro apportera? Ne pas le faire, c'est nous condamner à encourir le risque de crise spéculative. On a vu ce qui s'est passé depuis. On aura, conséquence, une gestion saine des finances publiques. L'euro favorisera la croissance au sein d'un grand marché homogène, facilitera la modération des impôts. La Banque centrale européenne assurera la stabilité du pouvoir d'achat. Ainsi se forgera une Europe plus harmonieuse et plus démocratique. Tous ces attraits de l'euro sont encore mal connus des populations européennes. L'euro sera l'un des piliers d'une cohésion nouvelle. C'est un acte de confiance dans l'avenir, un facteur d'espérance et d'optimisme. Eh bien, parmi les signataires, alors effectivement, il y en a qu'on a un petit peu oublié, parce que ça remonte à quand même une vingtaine d'années, mais bon, on retrouve bien évidemment Jacques Attali, Claude Bébéar, qui était à l'époque le président d'AXA, on retrouve le PDG de Lafarge, le PDG enfin de plusieurs grands groupes d'ailleurs. On retrouve Jean Kahn, président de la Commission consultative européenne racisme et xénophobie, Pascal Lamy, qui à l'époque était directeur général du Crédit Lyonnais et qui ensuite a été le directeur général de l'OMC,
bon, etc. René Ricol, qui était à l'époque président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. On avait aussi le président de l'Assemblée des chambres de commerce et d'industrie. Bon, enfin, disons, effectivement, tout le monde était de la partie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'euro a été un choix, hein, fondamentalement, un choix politique et non pas un choix économique. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, sans rentrer dans le détail des choses, mais quand on crée une monnaie unique qui s'applique à plusieurs pays, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies. Et il faut savoir que ces conditions ont tout à fait été étudiées sérieusement en économie, et c'est notamment l'objet des travaux d'un économiste, Robert Mundell, des années 50, qui a élaboré ce concept de zone monétaire optimale, donc qui développe les conditions qui doivent être réunies pour que soit mise en place une monnaie unique appliquée à des pays ayant des caractéristiques, on va dire, économiques, démographiques différentes. Et dans ces conditions qui doivent être réunies, il y en a trois, mais je vais sur deux. Une des conditions importantes, c'est notamment de ne pas avoir des économies qui réagissent trop différemment au choc économique. Bon, donc ça veut dire des économies, si vous voulez, qui ont des dynamiques d'évolution voisines. L'autre grande condition, c'est d'avoir des mécanismes aptes à remédier aux divergences existantes ou pouvant apparaître, et parmi ces mécanismes, il est mis en avant, évidemment, le fait que on doit avoir, si vous voulez, la possibilité de déplacement des populations, des migrations, donc, en réponse à des écarts de salaire. Ce qui existe effectivement aux États-Unis, où les gens se déplacent facilement selon les différences de conjoncture qu'il peut y avoir entre les différents États, les différences de niveau de salaire. Mais bon, si vous voulez, ça c'était une condition déjà importante, fondamentale, donc qui prévoyait que on admette le principe qu'effectivement, les Italiens aillent travailler en Allemagne, les Français aillent travailler en Allemagne, mais en grande masse, quand on a des décalages conjoncturels. Je dirais que, on l'a vu, les politiques ont complètement, si vous voulez, négligé ces mises en garde, et notamment, il est intéressant de voir qu'un autre économiste, d'ailleurs, qui a été prix Nobel en 2008, sur des travaux qui s'appliquent tout à fait à cette question, donc Paul Krugman, lui soulignait que la mise en place d'une monnaie unique dans des pays qui ont des caractéristiques différentes, ce qui est tout à fait notre situation, favorise le regroupement des industries dans les mêmes régions économiques, ce qui conduit bien évidemment à creuser les divergences entre les pays au lieu de les réduire. Bon, on verra que c'est ce qui s'est produit. Bon. Alors, nonobstant, j'allais dire, ces mises en garde d'économistes sérieux, bien, à l'époque, il faut rappeler, c'était effectivement François Mitterrand qui a été un petit peu contraint d'abandonner ses ambitions de transformation sociale et a décidé de placer, c'était son second septennat, bien évidemment, sous le signe de l'Europe. Et c'est ce qui a conduit à cette mise en place. Alors, je voudrais revenir, si vous voulez, quand même, sur les mises en garde d'économistes. Et je m'appuie sur une autre, il est décédé depuis, mais un autre économiste américain, Milton Friedman, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la monnaie, bon, donc quand même on peut considérer que c'est un éminent spécialiste, tirait lui sérieusement la sonnette d'alarme. Je vais vous lire une de ses déclarations. L'euro va être une grande source de problèmes, non pas une source d'aide. Je pense que c'est un grand jeu de hasard, je cite, et je ne suis pas optimiste. Malheureusement, donc il parlait du marché commun, c'est parce que sa déclaration a une vingtaine d'années, le marché commun n'a pas les caractéristiques qui sont exigées pour constituer une zone de monnaie commune. Les États-Unis, prenez l'exemple, faisais la comparaison, sont une zone de monnaie commune. Les caractéristiques qui rendent les États-Unis favorables à une monnaie commune sont que les populations y parlent toutes la même langue, il y a le mouvement libre des gens d'un point à un autre du pays, de sorte
qu'il y a une mobilité considérable, il y a beaucoup de flexibilité des prix et dans une certaine mesure des salaires. Si vous regardez, je le cite toujours, la situation du marché commun, elle n'a aucune de ces caractéristiques. Je vous rappelle, Milton Friedman, prix Nobel pour ses travaux sur la monnaie. Les taux de change des différentes monnaies fournissaient un mécanisme pour s'adapter aux chocs et aux événements économiques qui affectaient les pays différents. En établissant la zone de monnaie commune, l'euro, les pays séparés rejettent essentiellement ce mécanisme d'ajustement. Qu'est-ce qui s'y substituera? Et Friedman indiquait la possibilité la plus vraisemblable est qu'il y aura des chocs asymétriques. Cela signifiera que le seul mécanisme d'ajustement sera budgétaire et fiscal, avec du chômage, une pression sur les salaires, une pression sur les prix, il n'y aura pas d'échappatoire. Cela a été dit en 1998 par Milton Friedman. Bon, donc vous voyez que, nonobstant tous ces éléments, surtout en France, il faut bien reconnaître, il n'y a eu aucun débat, à la différence quand même dans d'autres pays. Les économistes français sont restés particulièrement muets, il faut bien l'admettre, sur la question. Alors, j'en viens à mon deuxième point du propos, qui est le coût de l'euro. En vous disant donc qu'il est important de bien distinguer deux périodes, hein, je vous ai dit, première période, simplifiée, on va dire de 2001 à 2013, et durant cette période, donc d'une grande dizaine d'années, elle s'est caractérisée, pas sur le début de la période, plutôt sur la fin, mais elle s'est caractérisée pour l'essentiel par un niveau de l'euro qui a été considéré par tout le monde, d'ailleurs, même par ses défenseurs, comme surévalué. Donc un niveau de l'euro élevé. Alors élevé pour une raison toute simple, je dirais, qui est mécanique, si vous voulez. On redéveloppera après, mais élevé pour une raison mécanique. Quand un pays a on va sortir de l'euro, on va revenir sur le plan d'un pays en général. Si sa balance commerciale est excédentaire, il engrange effectivement des devises, et c'est un élément qui contribue, si vous voulez, au renchérissement de sa devise. A l'inverse, quand la balance commerciale est déficitaire, c'est un facteur qui conduit à une dévalorisation effectivement de la devise, de la monnaie. Bon, il faut voir qu'au niveau de la zone euro, globalement, la balance commerciale, effectivement, est plutôt excédentaire, mais elle est plutôt excédentaire en raison de la balance commerciale allemande qui, elle, est, on va dire, excédentaire dans des proportions exagérées. Hein, puisque, juste pour vous donner un chiffre, en gros, depuis plusieurs années, la balance commerciale allemande, c'est 200 milliards d'excédent. La balance commerciale française, c'est malheureusement